Je crois que le gouvernement actuel de Lapid et de Bennett récolte les fruits du gouvernement précédent, c'est-à-dire du gouvernement Netanyahou. Dans les relations internationales, d'ailleurs, chaque gouvernement doit appliquer à la lettre, je dirais, les engagements antérieurs de chaque gouvernement. Effectivement, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous abordons aujourd'hui le sujet du ballet diplomatique initié depuis quelques semaines, entre autres par le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid, qui ouvre de nouveaux horizons dans les relations entre Israël et plusieurs pays de la région, comme la Jordanie, l'Égypte, voire la Turquie, mais aussi avec de nombreux pays africains. Pour en parler en ligne avec nous, Freddy Eitan. Bonjour, shalom Freddy. Je rappelle que vous êtes un diplomate israélien expérimenté, plusieurs fois en poste en Europe, ex-ambassadeur d'Israël en Mauritanie, et actuellement directeur du CAP, CAPE, le Centre des affaires politiques et de l'État, au sein du Jerusalem Center of Public Affairs. Et puis vous êtes aussi l'auteur, il faut le rappeler, de nombreux livres sur Israël, ses défis et ses grandes figures politiques. Freddy, première question. 1 mois et demi à peine après la laborieuse mise en place du gouvernement Bennett-Lapid, il semble bien que l'on assiste ces dernières semaines à une relance diplomatique assez rapide et inattendue, surtout au plan régional. Alors comment elle se manifeste, cette relance diplomatique ? Écoutez, je crois que le gouvernement actuel de Lapid et de Bennett récolte les fruits du gouvernement précédent, c'est-à-dire du gouvernement Netanyahou. Comme vous le savez, dans les relations internationales, pour nouer ou renouer des relations diplomatiques avec certains pays, cela prend du temps, je dirais même plusieurs années. Et donc, il y a des contacts confidentiels, des fois par des tiers, des fois aussi par les services de renseignement. Et puis, les contacts sont faits car il y a un intérêt commun, à la fois un intérêt stratégique, un intérêt économique, un intérêt touristique, comme on le voit aussi avec le Maroc et d'autres pays. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui un effort considérable et aussi on donne à Lapid, on le met à l'épreuve pour lui donner cette chance et de former ou de formuler plutôt une politique beaucoup plus souple qu'on a connue avec Netanyahou. Il semble justement qu'on assiste à un paradoxe parce que alors que l'ex-premier ministre Netanyahou avait largement contribué, vous l'avez rappelé, à multiplier les liens de l'État hébreu avec nombre de pays de la planète, en Afrique, en Asie et ailleurs, il semble, et c'est ça le paradoxe, que ce soit entre autres son propre départ après 12 ans au pouvoir qui a donné donc des ailes à Israël et aux actions de Lapid, le nouveau ministre des Affaires étrangères israélien, pour relancer les relations bilatérales d'Israël avec pas mal de pays. On est en plein paradoxe. Oui, non, mais vous savez, dans les relations internationales, d'ailleurs, chaque gouvernement doit appliquer à la lettre, je dirais, les engagements antérieurs de chaque gouvernement. C'est-à-dire quand Netanyahou est monté au pouvoir pour la première fois en 1996, il avait adopté, tant mieux que mal, il avait adopté les accords d'Oslo, bien qu'il refusait donc d'appliquer ces accords au départ. Donc il y a une poursuite, une continuité dans la politique, dans tous les pays d'ailleurs, des pays démocratiques évidemment. Mais cette fois-ci, je dirais qu'il y a d'abord ce que Trump a fait, c'est-à-dire la consolidation d'une part des relations avec certains pays arabes, et si Trump était encore au pouvoir et Netanyahou aussi, je suppose qu'on aurait eu des relations diplomatiques aussi avec l'Arabie saoudite, par exemple, et avec d'autres pays arabes. Donc, il y a là une situation paradoxale, c'est vrai. D'une part, on récolte les fruits de l'ancien gouvernement, mais d'un autre côté, il faut consolider donc ces relations. Et c'est pour ça, par exemple, avec le Maroc, nous avons des intérêts communs. Nous avons aussi sur le plan stratégique, parce que comme vous le savez, le Maroc se trouve à la fois dans une situation où il y a une mouvance islamique d'une part, mais d'autre part, dans cette région du monde, il y a non seulement le terrorisme islamiste, mais aussi
d'une hégémonie. Il faut le savoir que l'Iran, avec l'Algérie, avec le Polisario et d'autres, essaye de déstabiliser toute la région. Donc, dans ce cadre-là, je crois que, par exemple, pour le Maroc, une consolidation donc entre Israël et le Maroc donne une certaine, je dirais, une sécurité donc au régime du roi Mohamed VI. D'autre part, il y a avec la Jordanie comme avec le Liban, et il y a des problèmes que nous avons avec la Jordanie, comme vous le savez d'ailleurs, le roi hachémite Abdallah II a fait une déclaration sur CNN en disant qu'il y a une amélioration dans les relations, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un revers, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que le roi essaye aussi d'avoir une emprise sur Jérusalem-Est, c'est-à-dire sur le mont du Temple, puisque, comme vous le savez, le Waqf, c'est-à-dire le culte musulman à Jérusalem-Est est subventionné, même les salaires sont donnés aussi par le royaume hachémite. Donc il y a des liens à la fois diplomatiques, mais des liens d'intérêt de chaque pays. Alors l'une justement, Freddy Eitan, l'une de ces consécrations, c'est que il y a quelques jours, Israël a été admis dans l'Union africaine et c'est 55 États du continent noir. C'est une consécration assez considérable, même si Israël a été admis comme observateur dans cette grande organisation africaine. Oui, et justement, parce que, comme vous le savez, Netanyahou est allé en Ouganda, il est reparti à Entebbe, où son frère est tombé lors de l'opération spectaculaire pour libérer donc les otages de l'avion Air France en 1976. Donc il y a un contact avec certains pays à la fois anglophones et à la fois aussi francophones pour relancer, si vous voulez, ces contacts que nous avons eus déjà dans les années 60 et 70, à l'époque avec Golda Meir. Et donc, nous essayons de trouver un accord. Et dès qu'on a été boycotté, parce que pendant de nombreuses années, c'est Kadhafi lui-même, qui était chef de l'État libyen pendant plusieurs années, qui a boycotté Israël, et les États africains avaient peur de Kadhafi. On se souvient du Tchad, on se souvient d'autres problèmes que Kadhafi voulait faire en Afrique. Donc aujourd'hui, on tourne une page, mais aussi on récolte les fruits que le gouvernement Netanyahou a fait pendant plusieurs années. Alors, autre volet de cette relance diplomatique, ce ballet diplomatique tous azimuts auquel on assiste, va-t-on, c'est une question très focalisée, vers une relance des relations entre Israël et la Turquie, qui est ardemment souhaitée par le régime d'Erdogan, qui est quant à lui de plus en plus isolé au plan régional et surtout international. Est-ce qu'on va vers des retrouvailles ? Pour l'instant, je n'y crois pas, parce qu'il y a certaines conditions que Erdogan doit accepter. Il n'est pas question à la fois de poursuivre ces discours belliqueux contre les Juifs, contre Israël d'une part, d'héberger à Istanbul donc un bureau qui a pignon sur rue avec les frères musulmans concernant évidemment les frères musulmans et le Hamas, puisqu'il fait partie donc de cette confrérie islamique. Et il faudrait aussi que Erdogan relance le contact diplomatique, c'est-à-dire avoir aussi un ambassadeur en plein temps, c'est-à-dire à la fois à Ankara et à Tel Aviv. Donc si Erdogan est sérieux, parce qu'il veut sortir, il veut avoir un allié stable, il faut comprendre aussi qu'Erdogan a du mal avec les droits de l'homme, avec des problèmes intérieurs, économiques et autres, et vis-à-vis de l'OTAN d'une part et vis-à-vis des États-Unis, puisqu'il y a un nouveau gouvernement américain, donc l'administration Biden est beaucoup plus sévère vis-à-vis des droits de l'homme en Turquie. Donc tout cela, il pense qu'il peut renouer donc ces relations, mais à certaines conditions, et Israël ne pourra pas accepter non plus une intervention directe à Jérusalem-Est de la Turquie si
Et si vous circulez aujourd'hui dans les bazars donc de Jérusalem-Est, vous voyez qu'il y a plusieurs drapeaux turcs et plusieurs restaurants turcs et des établissements achetés par des Turcs à Jérusalem-Est. Ça, c'est une intervention directe que nous ne souhaitons pas et que nous voulons cesser immédiatement. Alors, de manière semblable, parallèle et tout aussi paradoxale, est-ce qu'on pourrait dire, ça je vous demande de rentrer un peu dans le vif du sujet, si les désaccords sécuritaires évidents qui existent au sein de la coalition hétéroclite menée par Bennett et Lapid, avec des partis d'obédience tellement différentes, est-ce que ces désaccords sécuritaires ne prépareraient pas paradoxalement le terrain à de nouveaux accords bilatéraux avec certains pays de la région ? Alors, comment vous expliquerez ce phénomène ? Et la sous-question, serait de vous demander si en vérité, les pays de la région perçoivent-ils Israël comme plus vulnérable sous Bennett que sous Netanyahou ? Écoutez, il est trop tôt aujourd'hui de savoir quelle est la politique de Bennett vis-à-vis d'une part de Gaza et vis-à-vis du Hezbollah au Liban. Parce qu'il ne faut pas oublier le Liban. Le Liban est aujourd'hui au bord de l'abîme. Il est en faillite dans tous les secteurs. Donc, le Hezbollah profitera probablement de cette situation chaotique pour pouvoir tester Israël ou même relancer les hostilités contre Israël. Non seulement de la frontière libanaise, mais aussi syro-israélienne, c'est-à-dire à partir du Golan, puisque, comme on le sait, on a aujourd'hui la situation est beaucoup plus complexe qu'avec l'époque des relations qu'avait Netanyahou avec Poutine, puisque les interventions israéliennes contre l'acheminement d'armes au Hezbollah et par l'Iran est limitée aujourd'hui, et on le sait pour plusieurs raisons, à la fois techniques, à la fois diplomatiques et autres. Donc tout cela est assez compliqué. Donc il faudrait attendre encore quelques semaines pour savoir comment cette politique vis-à-vis à la fois du Liban, à la fois de la Jordanie, mais aussi vis-à-vis du Hamas. C'est vrai que vis-à-vis du Hamas, par exemple, s'il y a des ballons incendiaires, le lendemain, il y a une réaction forte israélienne. Mais il y un Noir qui veut faire le lien entre les frères musulmans avec le Hezbollah, c'est-à-dire à la fois des sunnites et des chiites vis-à-vis d'Israël. Et là, on va voir comment le gouvernement Bennett-Lapid va réagir. Mais vous ne pensez pas que, justement, il y a plusieurs analyses dans la presse israélienne qui ont avancé l'idée que le paradoxe dont je parlais, à savoir que les désaccords sécuritaires qui existent entre les membres de la coalition, les différents partis qu'ils composent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une position à l'unisson comme à l'époque de Netanyahou et du Likoud, ces désaccords sécuritaires, en fait, font passer le courant et favorisent plutôt le dialogue. Est-ce que ça se rend compte, ça, en diplomatie, quand un gouvernement n'a pas une position tranchée, finalement, ça permet de marquer des points au plan diplomatique? Oui, mais au départ, vous savez, ça peut marquer des points, mais tout ça est éphémère. Il faut une stabilisation donc de toute la région. Il faut avoir des contacts à la fois permanents mais solides. Il ne s'agit pas d'aller très vite comme un TGV, arriver à une conclusion ou à un accord qui le lendemain sera abrogé par une des parties. Donc, il faut être assez prudent et nous devons être prudents. Il ne s'agit pas non plus de lancer des messages ou de dire n'importe quoi sur une situation qui est beaucoup plus complexe vis-à-vis des Palestiniens. Je suppose aujourd'hui qu'il y a des pressions à la veille, si vous voulez, de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Les Palestiniens vont lancer une campagne pour relancer, si vous voulez, le dialogue avec Israël, mais à leurs propres conditions. Et là, il faut savoir que le gouvernement Bennett-Lapid, qui est, comme vous le rappelez, un gouvernement qui est à la fois sont membres des ministres à la fois du Meretz, c'est-à-dire de l'extrême gauche d'une part, mais aussi de l'extrême droite, avec Bennett lui-même qui représente que 6 sièges.
tout ça est très compliqué. Donc, il faut être très prudent et c'est pour ça que ce gouvernement ne prend pas pour l'heure des décisions cruciales, des décisions importantes vis-à-vis du processus de paix, comme sur les autres questions sécuritaires. Enfin, dernière question, qui est finalement aussi un des aspects de la scène politico-diplomatique. Certains parlent aussi dans la presse israélienne de négociations secrètes, plus ou moins secrètes, qui seraient menées actuellement par l'intermédiaire de la Russie pour tenter d'aboutir, non pas une paix, on en est fort loin, mais à une sorte de cessez-le-feu empirique entre Israël, le Hezbollah et l'Iran. Qu'est-ce que vous en savez si vous avez quelque chose de ces suppositions? Écoutez, il y a certains contacts, il y a toujours eu des contacts avec la Russie et avec d'autres personnes et d'autres pays, d'autres intermédiaires. Mais pour l'heure, je n'y crois pas. Vu la situation chaotique au Liban et vu les intentions de l'Iran, il faut le rappeler, les Iraniens souhaitent aujourd'hui arriver, donc, et ils sont au seuil de fabriquer leur propre bombe atomique. Donc, il faut être assez vigilant. Et donc, dans ce contexte-là, je ne crois pas avoir un cessez-le-feu ou une trêve avec à la fois par l'intermédiaire de la Russie. La Russie essaye de jouer un rôle d'influence, mais la Russie n'a jamais réuni une réunion internationale. Mais la Russie essaye, si vous voulez, de poursuivre ce qu'a été naguère l'Union soviétique, c'est-à-dire d'avoir des atouts stratégiques comme elle a aujourd'hui en Syrie. Eh bien, merci Freddy pour ce tour d'horizon assez complet, en tout cas qui intervient dans je dirais, une atmosphère de relance diplomatique. Merci pour ces précisions, merci pour votre temps et un grand merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine et à bientôt. Bientôt.